Ok, je recommence. Donc, bienvenue à toutes et à tous et à toutes à ce webinaire. Donc, qui sera axé sur la présentation de la solution Discover sous un angle décommissionnement d'application. Donc, comment cette solution peut être un appui au décommissionnement. Donc, on va essayer d'échanger pendant 45 minutes sur ce sujet. Euh, donc, ce webinaire, il fait partie d'une série de webinaires qu'Everteam a organisé ce mois-ci et le mois passé autour de la gouvernance de l'information. Donc, je ne sais pas si vous avez assisté au précédent, donc, qui était plus axé sur différents sujets, notamment les interconnexions avec SAP, Office 365, ou encore la gestion des vracs numériques, ou les fonctions de recherche transverse. Il y en a un jeudi prochain qui sera axé plus sur la notion de RGPD et donc comment traiter les données à caractère personnel. Donc, pour ma part, je suis Rabat Amouche, donc je suis consultant produit chez Everteam depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Pour la petite histoire, pendant plus d'une dizaine d'années, j'étais dans le monde de la démat et notamment tout ce qui est numérisation de documents, analyse de contenu, indexation et versement en jet. Donc chez Everteam, je suis plus spécialisé, on va dire, sur la partie archivage et je suis en charge de l'offre logicielle dans sa globalité. Donc, avant de commencer, donc nous sommes, je ne sais pas si ça passe à l'écran, voilà. Nous utilisons un outil, donc vous devez connaître, qui est un outil de webinar. Donc vos micros sont coupés. Donc je vais dérouler la présentation. Si durant la présentation vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit icône point d'interrogation qui vous permet de poser une question. On y répondra à la fin de la séance. Okay. Donc, on va commencer tout de suite. Ok. Donc, quelques mots sur Everteam, hein, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez l'occasion d'aller sur notre site, il y a pas mal d'informations sur qui on est. En tout cas, on est un éditeur de logiciels, donc spécialisé depuis maintenant plus de 30 ans dans la gestion de contenu au sens large. Donc, on a beaucoup de références, notamment dans les logiciels d'archivage, donc gestion des archives mixtes, archivage papier et électronique. Donc en conformité avec les normes en vigueur, hein, notamment la norme NF 42013, pour ceux qui connaissent. Et on propose aussi également des solutions de GED et de workflow. Donc ça, je sur les solutions un peu historiques d'Everteam, et on s'oriente davantage vers des solutions de gouvernance de l'information. Donc gouvernance de l'information au sens large. Donc ça sous-entend une certaine transversalité dans le système d'information de nos clients, avec la possibilité donc de se connecter aux différentes sources d'informations dans un but précis, c'est d'analyser les contenus, d'essayer de les valoriser, donc en les enrichissant en contenu, et ainsi maîtriser son capital informationnel. Donc ça a pour but d'augmenter la valeur du patrimoine documentaire, également minimiser les risques en identifiant potentiellement des documents sensibles ou engageants, et réduire les coûts, typiquement dans un projet de décommissionnement d'application. Donc, en fonction des groupes, certaines entreprises ont des centaines, voire plusieurs centaines d'applications à gérer, d'autres un peu moins, mais le problème est le même, c'est comment décommissionner ou comment aider à décommissionner une application existante, tout en garantissant l'archivage des données et la mise à disposition pour les métiers de ces données. Okay. Donc, avant de commencer, donc, comment va se dérouler la séance, on va faire 2-3 slides sur les problématiques liées au décommissionnement. Ensuite, je vais vous présenter rapidement la solution et je finirai par une démonstration de ce que je vous aurai décrit. Donc, sur les problématiques, donc pourquoi décommissionner et comment. Donc là, je vous ai listé un peu les principales raisons de décommissionner l'application. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est quelques points que j'ai pu identifier d'après mes différentes lectures ou même d'après les échanges avec différents clients.
C'est tout d'abord parce qu'on dispose d'un certain nombre d'applications dont certaines sont obsolètes d'un point de vue technologique et qui peuvent entraîner des problématiques de maintenance pour la DSI, par exemple. On a également des applications sur lesquelles, un peu historiques, sur lesquelles énormément de développements spécifiques ont pu être réalisés. Encore une fois, ça engendre des coûts internes et des difficultés de maintenance et de migration de ces applications. On a également des environnements applicatifs complexes, c'est-à-dire que, notamment pour des grandes entreprises, en fonction des métiers, chacun utilise par exemple sa solution de GED et pour y stocker des documents. Alors, certes pour des métiers différents, mais toujours est-il, on utilise différentes applications pour répondre à un même besoin finalement. Donc on multiplie les applications et on complexifie l'environnement applicatif. D'où les projets de décommissionnement dans un but d'harmonisation du SI, et donc notamment pour diminuer les coûts de maintenance et avoir une meilleure exploitation de ces outils. Il y a aussi des raisons liées aux obligations légales, hein, notamment avec la mise en place du RGPD et la nécessité de mieux gérer les données personnelles et de répondre aux demandes des ayants droit, en fait, sur le droit à l'oubli, sur l'utilisation de leurs données dans les différents traitements opérés au sein de l'entreprise. Et bien entendu, il y a une réduction des coûts qui est attendue lorsqu'on souhaite décommissionner des applications. Donc, quelles sont, ça c'est un petit panorama rapide hein, des principales raisons du décommissionnement. Quels sont les freins qui peuvent avoir lieu dans une entreprise pour mettre en œuvre un projet de décommissionnement? Souvent, ce sont des objectifs un peu divergents entre les DSI et les contraintes exprimées par les métiers. Donc, au niveau des métiers, lorsqu'on parle de décommissionnement, ils ont toujours cette crainte, effectivement, et à juste titre, de perdre un peu leurs habitudes d'accès aux données, de recherche, potentiellement la crainte de perdre des documents, etc. Et les objectifs de la DSI, c'est bien d'harmoniser son SI, de le maîtriser et d'en simplifier sa maintenance et aussi dans un objectif de réduction des coûts. Ces projets de décommissionnement, ils sont souvent liés aussi, ils impliquent une conduite de changement qui n'est pas neutre. Et donc, ça nécessite, je dirais, une bonne implication des métiers, dans ce projet-là. Un projet de décommissionnement, ce n'est pas simplement un projet, je dirais, technique, même si c'est quand même une grosse partie finalement. Mais dans chaque projet de décommissionnement, il faut être attentif aussi à bien appliquer les métiers qui utilisaient une solution et qui ne l'utiliseront plus, ou en tout cas différemment, après décommissionnement. C'est aussi un des freins, c'est la maîtrise qui est limitée ou des contenus qui sont stockés dans les applications à décommissionner. Donc il y a effectivement certaines applications assez complexes qui stockent et hébergent un certain nombre de données, des contenus divers et variés, parfois mal qualifiés. Et donc il y a toujours cette crainte effectivement par rapport à la maîtrise de l'application source à décommissionner. Il y a parfois aussi un ROI à justifier hein, dans un projet de décommissionnement. Et parfois aussi des contraintes de planning ou de priorité qui peuvent être divergentes entre les DSI et les métiers. Donc l'idée, c'est d'essayer d'apporter en tout cas une solution pour essayer de réconcilier, si je peux emprunter ce mot-là, la DSI avec les métiers, de façon à apporter une aide à l'IT dans le but de décommissionner ces applications, tout en garantissant un accès simple et rapide au métier. Et en faisant en sorte que ce décommissionnement soit le plus transparent possible pour les utilisateurs de l'application qui, eux, souhaitent toujours accéder à leur information. Donc la solution de gouvernance d'information qu'on propose, elle va aider d'une part à maîtriser et à valoriser le capital informationnel. On verra les différentes fonctions qu'on peut implémenter pour cela. L'idée, c'est de centraliser et de sécuriser les documents ou les données qui sont contenues dans l'application à décommissionner ou les applications à décommissionner et d'avoir une harmonisation du stockage, de la conservation et de la mise à disposition des documents.
Et donc, ce que je disais en introduction, c'est vraiment tout en ayant à l'esprit l'accès, la simplification de l'accès aux données par les métiers. C'est vraiment un point essentiel dans un projet de décommissionnement. D'un point de vue de solution, donc ce qu'Everteam propose, donc c'est une approche globale de gouvernance de l'information qui va s'adresser à la fois à la DSI et à la fois au métier. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est d'une part, à l'instar de ce que peut faire une DSI dans la gouvernance de son parc applicatif. Donc le DSI doit être en mesure de cartographier, d'identifier les applications qui composent son SI. Il va devoir aussi les catégoriser, les identifier, les évaluer pour savoir quelles sont les applications obsolètes, quelles sont celles qui sont peu utilisées ou plus utilisées, et dans un but d'harmonisation de son SI, donc faire du décommissionnement. Nous, dans le monde de la gouvernance de l'information, on va appliquer à peu près le même schéma, c'est-à-dire qu'on va d'une part devoir se connecter aux différentes applications sources, donc qui gèrent de la donnée ou des documents. Donc ces applications sources, ça peut être des sites SharePoint, des sites Office 365, des applications ERP type SAP, ou bien encore des vracs numériques, ou bien des exports de données issues de l'application source qu'on va devoir archiver pour pouvoir à terme décommissionner l'application. Donc, on va mettre en œuvre différents connecteurs qui vont permettre d'adresser ces sources. Une fois qu'on est connecté à ces sources, c'est là que la partie métier intervient, c'est-à-dire qu'on va instantanément proposer une vue transverse et un accès de manière transverse à l'information, quelle que soit la source qui contient ces documents. Donc, on va présenter à l'utilisateur une interface centrale et unique d'accès à l'information, quel que soit leur emplacement. Ça, c'est plutôt la partie métier. Ensuite, côté professionnel de la donnée ou côté DSI, on va proposer des fonctions qui vont permettre, en fonction des sources, d'améliorer le contenu et d'enrichir en métadonnées les informations contenues dans les sources. Alors, ça a plusieurs intérêts, hein. On peut sur par exemple des vracs numériques qui contiennent peu de métadonnées, en fait, qui sont peu identifiées, peu qualifiées. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la typologie des documents, on a très peu de métadonnées. On a simplement potentiellement un fichier ou un document qui est stocké à un certain endroit. On n'a pas d'autres informations. Donc avec des technologies, on le verra plus tard, de classification automatique ou d'extraction de métadonnées dans les contenus, on va pouvoir enrichir ces documents en informations, donc les valoriser, identifier potentiellement des documents engageants, des documents sensibles, des documents contenant des données personnelles, dans un but précis, c'est d'appliquer et de gérer le cycle de vie de ces documents. Donc, à partir de la typologie identifiée, on va pouvoir appliquer des règles de conservation, différents jalons au sein d'un cycle de vie, et à chaque jalon, appliquer une action. Et notamment l'action d'archivage et de versement dans un espace centralisé des documents. Ces documents, une fois archivés et sécurisés, peuvent être supprimés du système source et ensuite décommissionner le système source. Donc, par contre, la démarche peut être vraiment différente en fonction de la source à adresser, hein, puisqu'il y a on le verra juste après, il y a des sources qui sont, je dirais, structurées et dans lesquelles les documents sont suffisamment indexés, contiennent suffisamment de métadonnées et d'informations permettant de gérer le cycle de vie et leur archivage. Dans ce cas-là, on va simplement récupérer ces informations, éventuellement les enrichir avec celles qu'on pourra ajouter, mais l'objectif final reste le même. Donc, pour adresser ces pans fonctionnels, on utilise 3 solutions qui s'imbriquent et qui forment une suite logicielle de gouvernance de l'information. C'est la suite Discover, qui, elle, va permettre d'adresser les différentes sources de données, de présenter au métier l'information de manière transparente, le temps effectivement de migrer ou de décommissionner l'application. On va garantir une continuité d'activité pour les métiers en leur offrant un accès simple et performant sur les données. Et bien sûr, toutes les fonctions d'enrichissement sont réalisées par Discover.
interfacé avec l'outil Policy qui lui gère, qui est un référentiel de conservation, qui gère donc des règles de conservation associées aux différentes typologies de documents, et ce par juridiction, et donc peuvent être appliquées également de manière internationale sur différents sites, avec des règles différenciées pour chacun des sites. Et la solution archivage, Everteam.archive, qui est la solution historique d'Everteam, et qui va permettre de garantir la sécurité et l'intégrité et la conservation sur le long terme des documents provenant des sources d'information. Donc ce système d'archivage, il a fait ses preuves, hein, il est installé en production chez différents clients, des grands comptes, des moins grands, et il est conforme à la norme NFZ 42013 ou la ISO 14641, qui est son pronom international, et qui garantit donc les bonnes pratiques en termes d'archivage électronique des documents. Donc voilà sur la démarche globale sur laquelle on va s'appuyer pour donner à la fois un appui au DSI pour se connecter aux sources, valoriser les contenus, effectuer des tris, pourquoi pas de l'assainissement, l'enrichissement de contenu et de l'archivage de ces documents-là. Donc si on rentre un peu plus dans chacun des modules de manière assez rapide, pour la connexion aux applications, donc on va mettre en œuvre des connecteurs. Donc ces connecteurs peuvent être divers et variés, hein, notamment SAP, Office 365. On peut également gérer des fichiers structurés. Et donc ça, dans le cadre d'un décommissionnement, il y a deux approches. C'est soit on fait un décommissionnement au fil de l'eau, et dans ce cas-là, on va utiliser des connecteurs pour se connecter à la source, typer les contenus s'ils ne le sont pas déjà, enrichir en informations et appliquer les règles de conservation en définissant des jalons, et dont le premier serait le déplacement de ces documents de la source vers un système d'archivage, qui peut être celui d'Everteam, potentiellement un autre. Donc ça, c'est pour je dirais les sources que j'ai appelées structurées. Il y a aussi également des sources que j'ai appelées non structurées, notamment les systèmes de fichiers ou les messageries, dans lesquels il y a un certain nombre de contenus divers et variés. Et là, on maîtrise relativement mal leur contenu et on a vraiment du mal à les qualifier. Quand je dis qualifier, c'est leur attribuer une typologie. Est-ce que c'est un contrat, une facture? Est-ce que c'est un avis d'échéance? Enfin, peu importe le secteur d'activité. L'objectif, c'est vraiment de typer le document et l'information de manière à appliquer les bonnes règles de décommissionnement. Et donc, sur ces sources non structurées que toutes les technologies de classification automatique et d'enrichissement de métadonnées vont prendre leur sens. Donc, en gardant à l'esprit, bien sûr, les deux axes principaux, c'est maintenir l'accès aux données pour les métiers de temps de décommissionnement, parce que cette solution Discover, quand elle se connecte à ces sources-là, elle les indexe, mais elle ne déplace pas les contenus. Donc, les contenus restent sur la source, ils sont mis à disposition sous la forme d'un index, et l'utilisateur peut rechercher sur ces index et accéder aux documents, sans pour autant qu'ils soient déplacés. Ensuite, les phases de migration et de déplacement de ces documents vers un système d'archivage sont plutôt des opérations qui seront faites de manière automatique en back-office et réalisées, exploitées par soit la DSI, soit un intégrateur qui mènera le projet de décommissionnement. Donc d'un point de vue métier, ça peut être relativement transparent. Maintenant, un projet de décommissionnement, c'est pas magique, hein, il n'y a pas une solution où on appuie sur un bouton et paf, on déverse tous les contenus et on peut décommissionner. C'est toujours un projet technique au départ, et donc qui demande un accompagnement et une maîtrise de ce qu'on veut migrer. Donc, dans un projet de décommissionnement également, on va s'intéresser aussi au contenu qu'on souhaite archiver et conserver, puisque dans certaines applications, il y a un certain volume qui peut être stocké. Il n'est peut-être pas nécessaire d'archiver tout ce volume de documents. Donc, il faut au préalable passer par une étape d'assainissement des contenus. Donc là, je passe assez rapidement, mais il y a toute une série de fonctions pour détecter des doublons, de voir les documents qui sont le plus souvent consultés, ceux qui ont été consultés le moins souvent. On peut faire différents tris sur le poids des fichiers, la nature des documents, etc.
Ça, ce sont, je dirais, les indicateurs qu'on fournit de base, mais il y a la possibilité de créer d'autres critères en analysant par contre le contenu des documents. Le but, par exemple, c'est de définir un niveau de sensibilité de document et, d'appliquer une règle de migration un peu spécifique à ces documents-là. Et pourquoi pas même bénir les documents qui ne sont pas sensibles ou pour lesquels il n'y a pas d'intérêt à les conserver. Donc des fonctions de tri automatique par gestion de panier ou d'étiquettes. Donc ça, c'est pour l'assainissement. On peut, donc comme je disais, définir de nouveaux critères qui vont nous permettre de trier, d'assainir nos sources en utilisant différentes technologies. Donc je vais passer assez rapidement, mais on peut utiliser pour le typage des documents et notamment pour les sources non structurées pour lesquelles les documents ne sont pas typés. On va utiliser des technologies de typage de ces documents-là qui peuvent être réalisées soit manuellement par un utilisateur ou soit de manière automatique en définissant des règles. Et ces règles peuvent se baser sur par exemple, la position de classement du document à la source ou sur les propriétés de son fichier, son nom ou sa typologie. Enfin, différentes règles de ce type-là pour déterminer une typologie de document. Ou bien de manière automatique par apprentissage, et là on va fonctionner par analyse du contenu et par similarité des contenus. Et donc il faut au préalable fournir au système des échantillons de documents déjà typés, et à partir de ces échantillons, le système va apprendre de lui-même et va tenter de typer de manière automatique les nouveaux documents entrants sur la base de ce qu'il aura appris. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, hein. Le typage réalisé par des utilisateurs est plus précis, effectivement, mais il est assez contraignant pour un utilisateur. Le réaliser de manière automatique, ça peut, dans certains cas, avoir une précision inférieure. Par contre, c'est relativement transparent pour l'utilisateur qui, lui, ne voit que le résultat. Et donc, dans un projet de décommissionnement où finalement l'utilisateur n'intervient peu ou pas, c'est plutôt intéressant pour les documents qui sont peu qualifiés ou mal identifiés de pouvoir les qualifier de manière automatique. Donc, comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes, hein. On va d'abord extraire le contenu textuel des documents. Donc, imaginez une source de données système de fichiers où les documents seraient dans un répertoire partagé sur le réseau, un peu en vrac. Donc là, on va pouvoir les indexer, extraire leur contenu et essayer de les catégoriser sur la base de leur contenu. On va utiliser pour ça des technologies de traitement du langage qui se basent sur la syntaxe et la sémantique des termes. Donc le but, c'est à partir de certains termes d'essayer d'extraire du sens et de définir finalement la typologie. De la même façon, on va enrichir les documents en métadonnées, toujours à partir du texte, en allant rechercher des mots-clés. Donc ces mots-clés sont définis sur la base d'expressions régulières, en combinant également des dictionnaires de termes en fonction des secteurs d'activité, etc. Donc tout ça, c'est une phase qu'il faut réaliser en amont du décommissionnement, en fonction des corpus à gérer, de manière à qualifier de manière le plus précis possible la source d'information. Donc je passe rapidement, je l'ai cité juste avant, classification par règle ou par apprentissage automatique, qu'on appelle aussi du machine learning. L'objectif final de tout ce que je vous ai dit là, c'est bien d'archiver en vue du décommissionnement de l'application. Donc pour pouvoir archiver à l'état de l'art et en respectant les normes en vigueur, il faut effectivement pouvoir avant tout typer les documents et identifier le système versant de ces documents-là. Donc, d'où toute la phase amont d'analyse, d'enrichissement des contenus pour pouvoir avoir cette information minimum qui va nous permettre d'archiver dans de bonnes conditions les documents. Donc, tout ce que je dis là, c'est valable pour comme je disais, pour des sources non structurées, mais pour les sources structurées également, on va simplement récupérer l'information existante et éventuellement l'enrichir. Un autre cas de figure où l'on souhaite décommissionner plutôt, je dirais, en one shot, on va
parce qu'il y a des systèmes qui sont tellement anciens qu'il n'existe pas de moyen de s'y connecter. Il n'y a pas de connecteur standard qui permette d'accéder à la source, ou cette source ne propose pas d'API ou de web service permettant de l'interroger et récupérer des contenus. Donc dans ce cas-là, on procède plutôt par la DSI à la maîtrise de ces outils-là, et va procéder lui-même à une extraction, à un export des informations qu'il souhaite conserver et pour pouvoir ensuite décommissionner son application. Et donc cet export peut être fourni sous la forme de fichiers normés, structurés type CSV, XML, voire des fichiers JSON, pardon. Et le système, de la même manière, va indexer ces fichiers, va ouvrir ces fichiers, lire les contenus et gérer de manière unitaire chacun des enregistrements et proposer à l'utilisateur un accès relativement simple à l'information. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut passer d'un système source qui est, je dirais, assez structuré, qui utilise une base de données relationnelle, par exemple, avec un schéma de données assez complexe. Et le fait d'exporter ces fichiers au format texte XML, dans la solution Discover, on va les indexer et dans un unique index, dans ce qu'on appelle une collection. Donc, il n'y a pas de schéma de base relationnel. On va déstructurer un peu le schéma original pour proposer vraiment des moyens d'accès à l'utilisateur performants et efficaces sur différents angles de vue. Par ailleurs, on va archiver de manière pérenne et intègre les fichiers extraits par la DSI et fournis à la solution. Donc, d'une part, on archive les fichiers originaux, CSV, XML, JSON, et d'autre part, on propose un accès en recherche-consultation à l'utilisateur. Et lorsqu'on archive, donc on applique des règles de gouvernance. Donc là, pour ça, on utilise le module policy qui permet de définir les typologies documentaires, définir les règles de conservation, donc c'est peut-être multi-site, multi-juridiction, et combiné avec le système d'archivage, everteam.archive, donc qui respecte la norme dont je vous parlais, NFZ 42013, et donc qui garantit la sécurité et la pérennité des archives sur le long terme. Donc pour conclure, si on reprend de manière globale la solution qu'on propose, on voit en vert les trois modules qui composent la solution de gouvernance, qui sont Discover, everteam.archive et Policy. Et en amont, on va mettre en place des connecteurs sur les différentes sources, qui peuvent être celles citées dans le carré bleu, mais qui peuvent être étendues à d'autres sources, puisqu'on propose aussi la possibilité de développer des connecteurs à façon, qui pourraient se connecter à des GL propriétaires si les interfaces existent. Donc là, on voit des applications plutôt structurées, type Office 365, SharePoint, mais également non structurés type Exchange ou encore les fichiers CSV, JSON qui seraient le résultat d'un export réalisé par la DSI par exemple. Donc ce connecteur lui sera en charge de se connecter à la source et on utiliserait Discover de manière transverse pour piloter à la fois les connecteurs et mettre en œuvre toutes les fonctions d'indexation, d'enrichissement en données, de catégorisation automatique et de versement d'archives. Donc dans un projet de décommissionnement, il y a plusieurs étapes, c'est se connecter à la source, enrichir les données, éventuellement effectuer du tri avant archivage, afin d'appliquer les règles de conservation en lien avec la politique d'archivage de l'entreprise, bien sûr. Donc voilà, globalement sur la solution fonctionnelle. Avant de passer rapidement à quelques écrans de démo pour que vous puissiez un peu voir à quoi ressemble la solution. Donc la proposition de valeur de la solution, c'est d'une part la capacité à gérer de gros volumes, parce que lorsqu'on décommissionne des applications, on peut être amené à faire face à vraiment des gros volumes de données. Je pense notamment à des répertoires partagés où il peut y avoir plusieurs centaines de téras de documents. Donc la solution pour gérer cela, elle repose sur une architecture assez innovante et récente sur la base de microservices. Donc un microservice, c'est un service applicatif qui réalise une tâche bien précise et ces différents services communiquent entre eux via ce qu'on appelle un bus de messages. Donc ça permet d'avoir une scalabilité et de la redondance sur ces différents services et donc atteindre les performances attendues.
Alors, bien sûr, il faut dimensionner l'infrastructure en fonction des performances souhaitées, mais en tout cas, c'est scalable et ça peut atteindre vraiment des gros volumes. On a une approche aussi qui est agnostique par rapport au schéma source. Donc ça, c'est important, c'est ce que je disais un peu avant. On peut avoir un schéma un modèle de données assez rigide, assez complexe et assez structuré dans l'application à décommissionner. On va récupérer ce contenu dans une architecture dite NoSQL. Donc, on gère un espèce de grand index dans lequel toute l'information est contenue et on va proposer des interfaces de recherche efficaces sur cet index-là, avant bien sûr de déplacer tout cela en archivage. Donc, des fonctions de remise en ligne, parce que dans un projet de décommissionnement, parfois, on souhaite décommissionner simplement pour archiver. Il n'y a plus vraiment besoin ou très peu de besoin d'accéder à l'information. Du coup, lorsqu'il s'agit de gros volumes, il n'est pas forcément opportun de saturer le système d'archivage avec des millions d'enregistrements qui ne seront jamais consultés. Dans ce cas-là, on va plutôt se baser sur les exports en masse qu'on a réalisés du système source. On va archiver ces paquets d'informations dans la solution d'archive. Donc, on va l'alléger. Il y aura du coup moins d'enregistrements, moins de records dans ce système. Par contre, on va fournir toujours, via Discover, l'indexation de ces paquets d'informations, un accès à la demande au contenu de ces paquets de manière détaillée. Donc, on peut également, en lien avec le RGPD, détecter des données personnelles dans le système source qui n'auraient pas été identifiées en amont par l'application source. Donc, par l'analyse des contenus, on va être en mesure de récupérer un certain nombre d'informations comme des noms de personnes, des prénoms, des numéros de téléphone. Donc, ça, c'est ce qu'on propose en standard, mais on peut bien entendu paramétrer de nouvelles métadonnées en lien avec les données personnelles. On conserve bien sûr une souplesse d'accès à l'information, donc ça c'est ce que je disais en introduction, c'est pour moi un point important. Et on permet à la DSI de rationaliser, d'harmoniser également ses applications. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation, je dirais, fonctionnelle. Je vais passer à une petite démonstration qui n'a pas pour vocation d'aller dans le détail de chaque fonction. Je pense que ce serait un peu lourd à suivre, mais d'essayer d'illustrer ce que je viens de dire finalement, simplement avec quelques écrans. Donc, il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, voilà. Donc, Discover, je m'y connecte, c'est une application web, hein, on y accède via un navigateur. D'accord. Donc, comment elle se présente? Alors, elle adresse différentes populations. Donc, on l'a dit en introduction, à la fois les métiers pour l'accès à l'information et à la fois plutôt la partie DSI ou l'intégrateur en charge du projet de décommissionnement pour paramétrer le système, pour paramétrer les connecteurs, paramétrer les fonctions d'enrichissement des contenus, etc. Et paramétrer les migrations de documents ou les déplacements de documents dans le système d'archivage. Donc, tout ça, c'est plutôt transparent pour l'utilisateur qui, lui, n'a qu'un besoin d'accéder à l'information. Et dans ce cas-là, on lui propose ici, sur la partie centrale, une liste de résultats avec des moyens de recherche par mots-clés ou par facette. Ce sont tous les filtres qu'on retrouve sur la gauche et qui permettent à un utilisateur de naviguer dans son fond documentaire, donc soit en tapant un mot-clé, hein, n'importe lequel, contrat, donc je passe de 23 000 résultats à un certain nombre, 5 000 résultats, et il peut combiner donc des recherches par mots-clés et utiliser les facettes. Par exemple, ici, j'avais tagué un document dit sensible, donc il peut cliquer là pour accéder au document qui est sensible et consulter ses propriétés. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, utilisateur. On a possibilité de paramétrer pour les différents métiers différentes vues, différentes représentations de ces documents-là, qu'on retrouve ici en fonction du cas d'usage opéré par le métier. Donc, par exemple, dans le cadre du RGPD, on va retrouver d'autres types de facettes qui vont présenter notamment la distribution des données personnelles
que le système a indexé de manière automatique. Donc là, j'ai qu'un document, je vais enlever mon filtre. Voilà. On retrouve ici avec un certain nombre de données personnelles qui ont été identifiées. Et donc, juste, faut savoir que toutes ces facettes se paramètrent. On peut bien entendu ici définir de nouvelles vues, ce qu'on appelle un tableau de bord. Et pour chacun des tableaux de bord, on va donner un nom et définir les facettes qui sont disponibles. Et en amont, bien sûr, durant le projet, on aura créé d'autres facettes utiles au métier. Par exemple, celui-ci, je peux aussi le modifier. Donc là, je vois celles qui sont cochées. J'aurais pu en cocher d'autres, comme l'auteur ou vraiment toutes celles disponibles qu'on créerait en amont. Okay. Alors, ce qui est intéressant, donc plutôt côté DSI, c'est la capacité à se connecter à différentes sources. Donc ici, on voit les différentes sources de données qui se paramètrent assez simplement. Hein. Ici, je vais accéder à ma liste de mes sources de données. On voit que j'en ai paramétré 3. Donc celle-ci, qui est une source de données file system et qui pointe sur un répertoire sur mon poste local. Ici, j'ai un autre connecteur qui pointe sur mon application Everteam Archive, qui est aussi installée en local, et j'y accède via un lien HTTP et une authentification. Et la troisième source, j'ai ici une source de données Office 365. Pareil, je définis l'URL d'accès, le site que je souhaite indexer et les informations de connexion. Bien sûr, je peux ajouter d'autres sources de données en fonction des connecteurs que j'aurai activés dans ma solution. Donc là, je ne les ai pas tous activés. Ça mérite une configuration initiale, mais vous avez accès à beaucoup plus de connecteurs. Donc une fois que j'ai défini mes sources, bah, le système va travailler de lui-même et va me présenter ici pour chacune des sources le nombre de fichiers qu'il a indexés et le poids que ça représente. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour mon répertoire ici avant-vente, j'ai 23 000 fichiers pour un total de 100 gigas à peu près. Et donc pour Office 365, c'est pareil, je peux naviguer au sein de Office 365. Il faut bien avoir à l'esprit ici que les documents sont encore dans Office 365. Je vais simplement indexer et je donne à mon utilisateur un accès de manière transverse à ces différentes sources. Donc quand il tape un mot-clé, il va rechercher dans toutes les sources configurées. Donc si je vais sur SharePoint, je vois ici mes documents. Si je prends product dev, par exemple, j'ai ici 4 documents. Si je reviens dans mon Discover, je vais dans le même répertoire, je retrouve les mêmes 4 documents. En fait, donc j'ai bien indexé. D'ailleurs, je pourrais même ici en ajouter un autre. Alors, trop gros. Donc voilà. Donc là, je viens d'insérer un nouveau document. Donc ça prend, il scrute de manière périodique le site et je devrais retrouver ici dans quelques secondes le document que je viens de déposer. Toujours est-il, donc en naviguant ici, en filtrant ou en tapant des mots-clés, je peux retrouver mes documents. Par exemple, si je tape FR. Bon voilà, j'accède à mon document, il me dit où il l'a trouvé, dans quelle source, donc Office 365, et je peux comme ça consulter les propriétés. Donc toutes les métadonnées qu'il a extraites de manière automatique, quand je vous disais qu'il enrichissait en métadonnées le document, bah, c'est ce qu'il fait. Il récupère des propriétés système, des propriétés liées au document lui-même, et il a été extraire dans le contenu également des informations de manière automatique. Donc ici, il a trouvé un numéro de sécurité sociale, a priori, quelques organisations, des numéros d'IBAN, des sites géographiques, des emails, et on pourrait ici paramétrer d'autres informations à aller rechercher. Donc ça, c'est une des façons d'enrichir en information. Donc l'objectif dans le décommissionnement, ça va être d'indexer la source, comme on l'a vu au préalable, enrichir en métadonnées et surtout appliquer un type de document. Donc le type de document, il peut être fait de différentes manières, comme on l'a vu, soit de manière manuelle, parce qu'ici j'ai accès à des actions, soit de manière automatique avec des classifications automatiques ou par règle.
Donc là, je vais juste vous le présenter de manière manuelle. Donc j'ai ici un menu qui me permet ici de choisir dans mon référentiel de conservation la typologie que je souhaite appliquer à mon document. La juridiction auquel elle s'applique, elle aurait pu être héritée de manière automatique, une date, et je sais pas, je vais prendre un sous-type de document, et je vais pouvoir, en fonction du sous-type, renseigner différentes métadonnées complémentaires. Donc ces métadonnées, si il y a un moyen de les extraire de manière automatique dans le contenu des documents, on pourrait paramétrer le système pour qu'il le fasse et qu'il les applique de manière automatique. Voilà. Je renseigne simplement les informations, je valide. Et donc là, il va appliquer de manière automatique la typologie qui est définie dans mon référentiel, et il va surtout appliquer le cycle de vie et les règles que j'ai définies dans mon référentiel. Donc par exemple, si j'ai défini qu'au bout d'une durée de 3 ans, il doit être archivé, donc de manière automatique, le système va prendre le document stocké dans Office 365 et va le stocker dans la brique archive. Et ça de manière automatique. Et ensuite, dans archive, il y a un autre jalon de son cycle de vie qui va être opéré pour calculer la date d'élimination finale de ce document-là, donc en lien avec les contraintes et la politique d'archivage du groupe. Donc, vous aurez compris le principe. Donc si je reconsulte en fait ces propriétés, je vois ici qu'il a bien appliqué le type de document que j'ai défini, et il a calculé automatiquement une date d'élimination, en l'occurrence. Parce que dans mon référentiel, j'avais certainement paramétré un seul jalon. Mais on peut paramétrer comme ça plusieurs jalons. Je retrouve les métadonnées que j'ai sélectionnées. Donc après, il y a d'autres actions possibles qui permettent toujours pareil, de manière automatique sur la base de règles, mais là de manière manuelle, d'affecter un certain nombre de documents, un ou plusieurs, à des paniers. Donc ici, je peux, je ne sais pas si j'en ai des existants. Oui, voilà, j'ai un existant où je peux en créer à la volée un nouveau, et je peux constituer des lots comme ça, de façon à trier mon corpus documentaire. Donc ça, c'est des opérations réalisées plutôt par l'IT, hein, pas par l'utilisateur final, pour pouvoir trier son fond documentaire source en vue de son archivage. Donc il peut soit créer ce qu'on appelle des paniers, mais il peut également aussi taguer les documents. Donc là, on peut appliquer des tags. Donc je crois que j'en avais un déclaré sensible, mais je peux en créer d'autres, hein. Donc c'est un peu contradictoire, mais je vais mettre à supprimer. Et s'il n'existe pas, bah, il propose de l'ajouter. Ok, donc comme ça, l'idée là, c'est d'analyser la source, de constituer des paquets, donc soit dans des paniers, soit sous forme de tags, et opérer des actions soit de suppression, soit d'archivage ultérieurement. Si je retourne sur une vue plutôt générale, le temps que ça se rafraîchisse. Donc là, j'ai mon document à supprimer. Ah oui, parce que j'ai un filtre ici. Voilà. J'avais préalablement défini un document sensible, mais j'ai mon document à supprimer. Je le retrouve ici en cliquant parce que je l'ai tagué à supprimer. Mais il est aussi disponible dans mon panier. Et là, je peux créer différents paniers. Et donc, j'accède ici à mon document et j'ai accès aussi à la liste des actions possibles. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'indexer, enrichir en informations, constituer des lots de traitement en vue d'un décommissionnement au fil de l'eau des applications. N'oubliez pas, il y a toujours la possibilité de décommissionner en one shot, c'est-à-dire j'exporte les contenus de mon application source, ce qui sous-entend que j'ai fait le tri en amont pour savoir ce que je dois conserver. Et ensuite, j'importe ou j'indexe via la même solution et je dispose des mêmes fonctionnalités. Voilà, j'accélère un peu parce que je déborde un peu sur le timing pour simplement finir sur enlever le truc.
Je reviens là, Product Dev. Product Dev ici, voilà, il a eu le temps, l'indexation a eu le temps de se passer. C'est un process qui se lance régulièrement. Il a pu indexer le nouveau document que j'avais déposé ici dans mon SharePoint. Et donc là, de la même manière, j'accède au document, j'accède au contenu textuel de ce document-là, j'accède aux informations qu'il a extraites de manière automatique sans que je n'ai rien fait en fait, donc les emails et tout ce que j'ai paramétré. Donc le simple fait de déposer le document dans SharePoint, le système l'a pris en charge, l'a analysé et l'a enrichi en métadonnées. Donc l'objectif, hein, c'est toujours, l'objectif final, c'est toujours d'attribuer une typologie de document. Donc là, je l'ai fait manuellement, mais dans la vraie vie, on va paramétrer des règles de classification, soit via le chemin de classement. Tous les documents qui sont dans le Product Dev, je sais que c'est tel type de document, je sais que je dois leur appliquer telle règle de conservation. C'est une règle assez simple, hein, mais je peux combiner leur emplacement avec le nom des fichiers, les propriétés des fichiers, etc. Ou bien par du machine learning, je vais analyser le contenu en vue de déterminer sa typologie et en vue de son archivage. Donc si je prends celui-ci et j'en finirai là, je décide de le typer. Donc pareil, je vais faire pareil. Tac. Alors, certaines sont obligatoires, d'autres non. Je valide. Donc j'attribue là une typologie à mon document. Ça me permet de le qualifier. En fonction des règles que j'ai paramétrées, il va être archivé soit de manière automatique, mais j'ai aussi également la possibilité, après avoir constitué des lots de documents archivés, d'effectuer une action en masse d'archivage. Et donc, pour ça, le menu archivé ici où je définis, alors là, ça va être archive, l'endroit où je veux stocker mes documents, donc soit une solution Everteam Archive, soit une autre solution existante. Et je valide. Donc ça, il me dit action exécutée. Ça a pour conséquence de déplacer le document vers la solution d'archivage. Et donc si, par exemple, je consulte les documents, je prends son nom, et que j'effectue ici une recherche sur l'ensemble de mes sources, parce que j'avais indexé également Everteam Archive. Je retrouve ici effectivement mon document qui est toujours dans 365 parce que je n'ai pas paramétré la suppression. Là aussi, c'est un choix. Soit après avoir archivé le document, on peut décider de supprimer le document à la source, ou simplement de le taguer comme étant archivé et charge à l'IT de supprimer ensuite son système source. Donc ça, c'est plus pour des questions de responsabilité. Et je vois ici mon document aussi qui se trouve dans ma source archive. Donc si je clique dessus, voilà, donc là, c'est bien archive. Et si je vais voir effectivement dans ma solution d'archivage, je terminerai là. Je devrais retrouver également ce document. Donc le voici. Et donc là, j'accède à sa fiche de métadonnées, donc avec le type de document, la durée de rétention et la date d'élimination en 2030, et un accès ici en consultation au document. Je peux ouvrir comme ça. Et vous voyez que j'ai un accès également depuis Discover à ce même document qui se trouve dans Archive. Et donc là, je peux de la même manière accéder au même document. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un peu du process. Alors sur un document unitaire, certes, mais effectivement, c'est pas évident sous forme de démo et dans un webinaire d'illustrer un vrai décommissionnement. Hein, comme je disais, c'est un vrai projet technologique, je dirais. Mais en tout cas, sur un document unitaire, ça permet, à partir d'une source Office 365, d'aller indexer ce contenu-là, enrichir le document, lui attribuer une typologie de document en vue de son archivage et sa conservation à long terme.
Donc, deux façons de décommissionner, soit de cette manière euh, au fil de l'eau, soit en one shot avec un export et puis un import ensuite directement en archivage. Voilà, je pense avoir fait le tour. Alors, il y a encore plein de choses à dire, mais sur ce format-là, c'est un peu compliqué. Donc, je vais plutôt vous laisser un peu de temps à vous pour éventuellement poser des questions si vous en avez. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de nous recontacter pour aller dans le détail sur une fonctionnalité ou sur un besoin particulier. Alors, en tout cas, merci de votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nicolas, je ne sais pas s'il y a des questions justement. Alors, a priori, pour le moment, pas de questions, mais on peut laisser 2 petites minutes à chacun pour poser des questions s'il y en a. Et sinon, effectivement, on Oui. coupera et après, libre à chacun de nous recontacter pour avoir de plus amples informations et aller un peu plus dans le détail. Alors, désolé, j'ai un peu débordé sur le temps, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Surtout des concepts et des notions pas simples à appréhender comme ça, mais qu'il fallait expliquer. Bon, a priori, pas de questions. Je pense qu'on peut couper. On va vous renvoyer certainement dans la journée ou demain le replay de ce webinaire si jamais vous voulez le revoir ou si vous voulez repasser sur des points. On vous enverra aussi le support de présentation. N'hésitez pas, comme l'a dit Rabat, à nous recontacter si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez voir des démos sur des points spécifiques ou d'autres points de la gouvernance de l'information. On reste tout à fait disponible, même en cette période. Voilà. Bah, écoutez, merci du coup, et puis à très